parce que ça va être vraiment la base de tout le travail que vous allez faire par la suite. On sous-estime beaucoup ça en Afrique. Si tu fais ça, tu tues le business. Même si ça te paraît bizarre, même si tu es en mode mais tôt ou tard, ça va vous rattraper. Coucou la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors si c'est la première fois que tu me vois, je me présente Amael, je suis créatrice de contenu et entrepreneur. Ici, tu vas entendre parler de tout ce qui est bien-être, retour au pays, mindset, bref, tout ce qui est entre ces sujets-là, vie de maman, you name it. N'hésite pas à t'abonner si ce sont des sujets qui te parlent et surtout, laisse un petit like pour aider parce que ça aide beaucoup pour l'algorithme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti mes lunettes. Mais je voulais vraiment parler de ça parce que c'est des choses que j'ai apprises et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de leçons que j'ai apprises depuis que je suis rentrée au Sénégal. Pour le petit background, pour ceux qui savent pas, j'étais au Canada depuis 10 ans et avec mon mari, on a décidé de venir vivre au Sénégal. Et il y a plein de choses que j'aurais aimé avoir réalisées ou appris plus tôt, etc. Et je me suis dit, pourquoi ne pas les partager avec vous? Si ça peut aider quelqu'un, ce n'est que bénéfique pour tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle des leçons que j'ai apprises ou en tout cas des choses que je vous aurais conseillées si vous devez créer un business au Sénégal en partenariat. Si vous devez le faire avec une amie, un membre de la famille, etc. C'est très important parce que des fois, on ne se rend pas compte. Et puis, quand on découvre les choses qu'il faut faire ou qu'il faut savoir, il est trop tard, on peut être dans une situation un peu compliquée. Bref. Le cas de figure qu'on va utiliser, c'est les planeurs My Better Self. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je fais des planeurs depuis plusieurs années. Donc, ça, c'est le planeur de 2025. Donc, ça s'appelle My Better Self. Petite pause pub. Je vais pas en parler beaucoup parce que sinon, on va prendre trop de temps pour la vidéo. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a des liens dans la description en bio. Et ceux qui veulent en avoir, n'hésitez pas à supporter. C'est une super belle création qu'on fait depuis plusieurs années et c'est un planeur qui aide à s'organiser, à atteindre ses objectifs et à penser à son bien-être aussi, à tout ce qui est self-care. Bref, c'est une vidéo pour un autre jour. Aujourd'hui, je voulais parler du My Better Self. Donc, pour la petite histoire, au Canada, j'avais créé un planeur qui s'appelait le B-Ball Planner que j'ai fait sur 2 ans. Et quand je suis arrivée au Sénégal, je voulais continuer parce qu'on me le redemandait, mais je n'avais plus les ressources que j'avais au Canada, notamment mon imprimeur, etc. Et donc, ici à Dakar, je voulais voir où est-ce que je pouvais le faire imprimer et je ne savais pas trop où me tourner et j'ai contacté une personne qui fait tout ce qui est, comment on dit ça, stationery, tout ce qui est notebook, etc., etc. Et je lui disais que j'aime beaucoup la qualité de ce qu'elle proposait ici à Dakar et je lui demandais est-ce que c'était à Dakar qu'elle se fournissait parce que je dois réimprimer un nouveau planeur. Et elle m'a dit que justement, elle aussi, elle voulait faire un planeur depuis un moment et qu'elle suivait mon travail. Alors pourquoi ne pas se rencontrer et peut-être éventuellement faire un planeur à 2. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Didi. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Donc pour ceux qui suivent mes aventures sur Instagram, le My Better Self Planner a été co-créé par moi et Didi et on l'a fait sur plusieurs années. Et depuis cette année, elle ne fait plus partie de l'aventure pour diverses raisons personnelles, professionnelles, etc. Bref, cette aventure entrepreneuriale m'a appris plusieurs choses et j'aurais aimé les partager avec vous parce que je pense que c'est des choses importantes que j'aurais aimé avoir pensé plus tôt dans ce partenariat-là. La première chose, quelque chose qui nous a aidés, c'est que, enfin, je ne sais pas si ça nous a aidés ou pas, je pense que c'était une bonne chose, c'est qu'on ne se connaissait pas. Du coup, on a vraiment été honnêtes l'une envers l'autre pour dire qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on n'aimait pas et qu'est-ce qu'on voulait ou pas de ce partenariat. Je sais que si tu dois faire un partenariat avec un membre de ta famille ou un ami, il peut y avoir des moments où tu veux pas, je sais pas moi, hurt feelings, comme gêner la personne ou avoir qu'il y ait des ressentiments, etc. Du coup, tu vas dire oh non, finalement, c'est pas si grave et tu vas peut-être ne pas laisser certaines choses, ne pas faire comprendre certaines choses qui vraiment sont importantes pour toi. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est que si tu veux te lancer dans un partenariat avec quelqu'un, que tu le connaisses ou pas, il faut vraiment checker la vibe. C'est-à-dire, ne te sens pas pressurized. Excusez-moi, c'est que je regarde beaucoup de films en anglais, du coup, mon anglais et mon français se mélangent. Mais ne te sens pas sous pression, de forcément parce que la personne t'a donné l'idée et qu'au début, tu étais enjoué et tout ça, que forcément, tu dois le faire. Tu dois vraiment penser à la vibe. Est-ce que vous avez vraiment une bonne vibe? Et quand je dis vibe, je parle d'énergie.
avec la personne, est-ce que tu te sens en synchro? C'est une question de sensation, je sais pas comment l'expliquer. Mais la première chose, c'était la vibe. Quand j'ai rencontré Didi, on avait une bonne vibe, on a discuté, c'était très fluide et je me suis sentie en confiance pour parler business avec elle. Donc, ça, c'est le premier conseil que je donnerais, c'est au niveau de la vibe, au niveau de l'énergie qu'on ressent, au niveau de comment tu te sens avec la personne. Même si c'est pas quelque chose que tu peux expliquer de façon rationnelle, c'est extrêmement important parce que ça va être vraiment la base de tout le travail que vous allez faire par la suite. Le deuxième point, qui est très important, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé, c'est que Didi a donné dès le départ ses deal breakers. Un deal breaker, c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas? C'est un point sur lequel tu ne peux pas faire de concession. C'est que cette situation ou ce point ou cette condition-là, je ne peux pas la mettre de côté pour le travail. Si on ne peut pas faire avec cette condition ou avec ce point-là, c'est qu'on ne pourra pas travailler ensemble. Et donc, dès le départ, même si vous ne l'avez pas encore fait, il faut chacun s'asseoir, prendre sa liste. OK, quels sont tes deal breakers? Quels sont les points sur lesquels tu ne veux pas faire de concession? Les points qui sont extrêmement importants pour toi, que sans ça, je peux pas avancer avec toi sur le business. Être très honnête l'une ou l'un envers l'autre par rapport à ces points-là. Et donc, quand on vient, on fait une réunion et Didi l'a fait avec moi. Elle m'a dit, écoute, Ama, j'ai des deal breakers. Voilà les points sur lesquels vraiment, moi, quand je fais du business ou dans mon travail, je ne lésine pas sur ça. C'est pas un point sur lequel je peux faire une concession ou je peux négocier parce que c'est extrêmement important pour moi. Donc, quand elle a fait ça, moi aussi, j'ai fait la même chose. On a regardé. Après, j'en avais pas vraiment parce que je savais pas où j'allais. Mais, en gros, le deuxième point, c'est vraiment que chaque personne, chaque partie qui doit travailler dans ce partenariat-là doit faire une liste avec ses deal breakers. Quels sont les points sur lesquels tu ne peux pas faire de concession. Comme ça, une fois que chacun a lu sa liste, si vous voyez qu'il y a un point là que ça marche, comme tu es en mode, même si ça te paraît bizarre, même si tu es en mode, c'est bizarre, ou non, mais je comprends pas, mais c'est un truc tout bête, etc. Bul xeebal nit ki yëg-yëgam. Comment traduire ça? Il faut pas minimiser ce que l'autre pense ou ressent. C'est très, très, très important. Et donc, si chacun lit sa liste de deal breakers et puis il y a des points que tu dis, ah non, si ça c'est ton deal breaker, je peux pas travailler avec ça parce que ça, par contre, il faut qu'on change ça. C'est que vous pouvez pas travailler ensemble parce que tôt ou tard, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper, donc il faut vraiment pas jouer avec ça, honnêtement. Parce que surtout que c'est une question de partenariat, donc on va parler d'argent après, de finances, de business. Donc c'est l'autre. Il faut vraiment prendre le temps de faire ces deal breakers. Le troisième point, et c'est celui que malheureusement je n'avais pas réalisé ou on n'a pas pensé à en parler dès le début, c'est que dès que tu commences un partenariat, au moment où vous voulez commencer, vous devez déjà pouvoir discuter de la fin éventuelle du partenariat. Il faut pas le voir comme un drame ou comme quelque chose de pas bien. Au contraire, les choses ont un début et une fin. Et donc, dès le départ, et ça malheureusement nous on l'avait pas fait, ce qui fait que le processus de séparation par la suite a été plus long en fait. Il y avait beaucoup de discussions, de back and forth, etc. Or, si on avait déjà parlé de ça dès le début, ça allait être simple, ça allait être déjà stipulé, écrit quelque part, et on n'allait pas nous casser la tête à chercher à gauche, à droite comment résoudre les différents petits points pour une séparation claire. Je m'explique. Il faut avoir des modalités de séparation. Si je donne l'exemple du planeur, quand on a commencé, chacun fait un investissement. Donc, on a regardé, pour faire un planeur, combien ça prendrait. Est-ce que l'autofocus, il marche? Est-ce qu'on le voit bien? Il faut que j'arrête la vidéo pour voir. Oh mince. Bon, on me voit bien. Je disais donc, qu'est-ce que j'entends par discuter dès le départ des modalités de séparation? Avec Didi, on a commencé le planeur en discutant du projet. On était super excités. On était en mode, ouais, oh, ça serait trop bien, on crée un planeur à deux, etc. Donc, comment on a commencé? C'est qu'on a on a calculé combien ça coûterait, toutes les choses qu'il fallait inclure pour la création du produit et sa commercialisation. On a fait un investissement de départ, divisé par 2. Donc, chacun a amené un investissement sur place et on a lancé le processus et on a défini les rôles de chacun. Ce qui est d'ailleurs un point que j'aurais dû mettre
que j'aurais dû mettre... Pourquoi que j'aurais dû mettre? On va mettre ça comme le point suivant d'ailleurs. Laissez-moi écrire pour ne pas oublier, parce que j'ai mes points ici. Ça, c'est le planeur de l'année d'avant, by the way. C'était celui de 2024. Beau, hein? Je disais donc. Définition des rôles. Je suis là. Donc, je disais, on a fait un investissement de départ. On a discuté de combien ça allait coûter. On a donné l'argent, etc. Ce qui fait qu'à la fin, quand on devait se séparer, on a commercialisé le produit sur combien d'années? On a commencé en 2022. La première édition du My BNSF, c'était en 2022. Donc, on a fait 2022, 2023, 2024. Celui de 2025, elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas continuer l'aventure. Donc, on a fait sur 3 ans. Sur 3 ans, il y a eu des rentrées et des sorties d'argent. Il y a eu un investissement de départ et il y a eu des dividendes qui se sont partagés chaque année quand on a fini de vendre. Maintenant, le problème, c'était quoi? C'est qu'on a une caisse. Parce qu'effectivement, chaque année, quand on vend, et que les recettes sont entrées, on va sortir les dépenses qui ont été faites, on va se payer. Par rapport à combien a été reçu, on calcule le dividende qui va pas être un problème pour la compagnie, entre guillemets, pour le business. Comme ça, nous, on se partage ça. Et puis, ce qui reste dans la caisse, c'est ce qui est censé financer le planeur de l'année d'après. Mais là, maintenant qu'elle devait sortir du business, il fallait qu'on calcule, bon, comment on fait? Le premier point qu'on penserait, c'est on prend juste ce qu'il y a dans la caisse, on divise par 2 et on se partage. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si tu fais ça, tu tues le business. Or, on n'est pas en train de dire qu'on arrête les planeurs My Better Self. On a dit qu'elle ne veut plus continuer. Donc, le planeur, il continue avec moi. Donc, c'est sûr que si on fait de cette façon-là, moi, comment je vais penser? Je vais dire, ouais, mais ça va pas m'arranger. Parce que réellement, on a déjà pris chacun nos dividendes. Et ce qui reste dans la caisse, c'est censé être le budget pour faire le planeur de l'année prochaine. Et donc, si on divise ce qu'il y a dans la caisse, moi, j'ai un gros trou dans le sens où je vais devoir réinvestir la moitié de cette somme-là pour payer tout ce qu'il faut pour produire le planeur. Et pour moi, par exemple, c'est chaud parce que je me sens, entre guillemets, lésée. C'est la première pensée que j'ai. Je vous explique le processus. Mais elle, de son côté, la première chose qu'elle va penser, c'est logique. Il y a de l'argent qui est rentré, on a travaillé, et puis normalement, le plus simple, c'est de diviser l'argent en 2. Et sur ça, on est resté un petit moment parce qu'il fallait maintenant se dire comment on va régler ça, parce que moi, voilà comment je vois ça, elle, voilà comment elle voit ça. Et du coup, légalement ou en général, quand une entreprise se sépare ou les partenaires se séparent, comment ça se passe? Et donc, on a appelé des amis, on a appelé des gens en entreprise, chacun de son côté, pour demander ce genre de procédure-là. Est-ce que tu sais un peu comment ça se fait? Et demander à un comptable, etc. Et donc, c'était un peu prise de tête parce que chacun essayait de tirer de son côté. Après, bien sûr, on a fini par trouver une entente. Mais je me dis que si on avait pensé à ça dès le départ, il n'y aurait pas de tiraillement ou de recherche ou une perte de temps. Parce que tant que ça, ce n'était pas fait, je ne pouvais pas lancer le planeur d'après parce que je ne savais pas si j'aurais l'argent ou pas. Et du coup, tant qu'on n'avait pas réglé toute cette situation-là, il fallait que j'attende. Et attendre faisait que ça faisait des coûts supplémentaires parce que les délais vont changer pour se faire livrer à temps, etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire que c'est très important au départ de se dire, OK, on rentre dans ce business-là. Si on devait l'arrêter, quels seraient les cas de figure? C'est que l'une des personnes ne veuille plus faire et l'autre continue le business, ou on décide de dissoudre ou d'arrêter complètement de façon consensuelle. C'est-à-dire, si les deux décident qu'ils ne veulent plus faire le business, OK, là, on a décidé de dissoudre, d'arrêter l'entreprise. Mais si l'un a décidé qu'il veut partir et l'autre dit, ah non, ben moi, je veux continuer, dans ce cas, c'est que la personne A cède le business à la personne B. Donc, c'est important de discuter de ça et de le mettre dans un contrat, ce qui va être mon point 6, mais on va venir sur le point 6. Bref, vous l'aurez compris, il faut discuter de, OK, si on devait s'arrêter mutuellement, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la caisse, on sort tous les frais éventuels qui devaient être payés, qui n'ont pas été payés, puis ensuite, on se sépare l'argent. Si l'une des personnes veut continuer et l'autre veut rester, comment est-ce qu'on s'entend financièrement quand on est bien? Parce qu'on discute de ça pendant qu'on est bien. Parce que quand on veut partir, ce n'est pas la même vibe. Du coup, chacun veut voir son profit qui ne va pas forcément être la meilleure chose à faire. Parce que moi, je voulais voir mon profit, c'est-à-dire
refaire les planeurs sans sortir à nouveau de l'argent. Ça, c'était mon profit à moi. Et son profit à elle, c'était je dois quitter. Et donc, il me faut ce que j'ai gagné parce que j'ai aussi participé à ce que cette pièce-là se fasse, etc. Donc, vu que chacun était dans cet état d'esprit-là, il a fallu prendre du temps pour comprendre et se trouver un terrain d'entente. Mais si on avait discuté de ça pendant qu'il n'y avait pas encore un besoin financier de chaque côté, on va dire, entre guillemets, ça allait être plus simple. Et on allait réfléchir peut-être de façon plus rationnelle et plus logique de notre côté. Donc, ça, c'était le point numéro 3. Le 4e conseil, celui dont je parlais tout à l'heure, c'est définir les rôles. Il n'y a pas de « je suis CEO »,« il est CEO », etc., etc. On aime trop les titres. Si on commence un business, je ne parle pas du business formel, gros business. Moi, je parle de mon petit business de planeur. Comme je l'ai dit, je donne l'exemple de ce que j'ai fait. On a regardé ensemble les forces de chacune et on s'est réparti les tâches. Et pour le titre, on a juste dit, on est toutes les deux cofondatrices. Comme ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de elle c'est ci, elle c'est ça, etc. Il n'y a pas d'ego. On sait juste que qu'est-ce qu'on veut. On veut lancer un business, on veut que le business soit rentable et on veut qu'il ait du succès. Donc, chacun utilise ses forces et ensemble, après, de toute façon, l'argent peut entrer dans les deux poches. Et donc, il faut vraiment que chaque personne ou chaque partie qui doit être dans ce partenariat-là s'assoie et dise, OK, voilà moi ce dans quoi je suis fort, voilà ce que je sais faire, voilà ce dans quoi je suis bon, voilà ce que je peux apporter à ce partenariat-là. Et donc, une fois qu'on a identifié les forces et les faiblesses de chacun, on peut regarder de quoi l'entreprise ou de quoi le partenariat a besoin. Une fois qu'on a établi la liste de ce dont le partenariat a besoin, on dispatche les tâches, on les répartit en fonction. Je sais que Didi, par exemple, elle est graphic designer, donc elle est très bonne dans tout ce qui est design, etc. Ce qui veut dire que pour le planeur, c'est elle qui s'occupait du design essentiellement, et après, on devait discuter de quelques détails. Donc, elle avait la ligne directrice, et après, on se mettait d'accord, ok, est-ce qu'on aime ça? Non, je préfère ça, etc. Mais je sais que c'est ça, sa force, donc je ne viens pas m'imposer dans son processus de design ou de création. Je vais juste regarder et on se concerte sur okay, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais il ne faut pas venir dire ah non, moi juste je vais avoir mon mot à dire à ce niveau-là. Bref, vous l'aurez compris, on se mettait d'accord sur les choses, les designs, etc. Mais c'est elle qui avait la ligne directrice pour s'occuper de ça. Moi, par exemple, de mon côté, je travaille beaucoup sur les réseaux. Donc, je sais que tout ce qui était faire beaucoup les partenariats, pousser sur les réseaux, etc., c'était plus mon fort. Et donc, c'est moi qui allais démarcher parce que j'ai un background en vente, je sais approcher les gens, etc. Et donc, moi, je devais aller démarcher les entreprises pour qu'on trouve des contrats. Je devais aller voir comment on appelle ça, contacter, que ce soit des influenceuses, des personnes ressources éventuellement. Et c'est moi qui faisais l'approche et qui disais, avant même l'approche, c'est moi qui proposais. Je dis, OK, tu sais, moi, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on offre tel planeur à telle personne et qu'on fasse telle chose et qu'on fasse tel, etc. au niveau du marketing. Et on se mettait d'accord, bien sûr. C'était toujours en mode, voilà ce que je propose et elle me dit si c'est bon ou pas. Si un jour, un de ces deal breakers rentrait en jeu, je sais que, OK, là, elle me l'avait dit dès le départ. Je dois respecter ça parce que je me suis déjà engagée à être d'accord avec ces deal breakers avec elle. Bref, j'ai fait une très longue phrase, mais tout ça, c'était pour dire que il n'y a pas de guerre d'ego quand il y a un partenariat. On veut faire de l'argent au bout de la journée, on veut faire un produit ou un service ou une entreprise qui marche, on veut aider des gens. Ce qu'on fait, c'est qu'on met chacun ses forces et puis on laisse à l'autre la liberté de gérer ce qu'elle peut gérer le mieux. Bien sûr, toujours dans le consensus, on discute et on se met d'accord. Le point numéro 5, je pense que vous y avez pensé depuis longtemps avant ces points-là, mais c'est d'écrire une entente écrite et signée par les deux parties. Qu'on soit des frères et sœurs, qu'on soit des cousins, qu'on soit des amis, qu'on soit neveux, nièces, oncles et tantes, qu'on soit des étrangers, peu importe, il faut toujours avoir un document écrit. Alors, on n'a pas forcément besoin d'aller, encore une fois, ça dépend du type de partenariat ou du type de business que vous montez. Moi, je parle juste d'un petit business tranquille, mais il faut avoir une entente écrite. Ça, par exemple, nous, on l'avait pas fait dès le départ, mais ça aurait pu mal se passer si on n'avait pas été chacune intègre, on va dire, dans le processus.
Donc, si quelqu'un avait une mauvaise intention, ça aurait pu tourner très mal cette histoire de business-là. Parce que c'est vrai qu'au départ, on ne se connaissait pas. Heureusement, je suis tombée sur une bonne personne, etc. Mais il faut avoir tous les points par écrit. Les choses dont on a parlé au début, là. Bon, peut-être pas forcément le truc des rôles, parce que ça peut changer au fur et à mesure. Mais sinon, tout le reste, les deal breakers, etc., on écrit ça dans un beau document, bien écrit. Aujourd'hui, on est en 2025. ChatGPT est là. Tu écris, OK, écris-moi un document pour un contrat, pour une entente ou un partenariat d'un business qu'on lance. Le business s'appelle comme ça. Le business et voilà le truc que le business fait, le service ou le produit qui est offert. Et puis voilà les points qu'on veut qu'ils soient dans le document. Tu demandes à ChatGPT, il te fait un document en bonne et due forme, en bonne et due forme. Vous le lisez ensemble. Ce que vous aimez pas ou ce qui n'est pas en accord avec ce que vous avez dit, vous le changez et après vous signez. Et vous faites ça en 2 exemplaires, chacun a son exemplaire, même 3 exemplaires s'il le faut. Bref, vous l'aurez compris, il faut que ce soit écrit, signé et daté. C'est pour vous protéger chacun. Et surtout, dès le départ, il faut vraiment avoir cette intention de faire les choses de la façon la plus genuine possible. Comment on dit genuine en français? Maïlema. Traduction authentique. Tout ça pour dire que il ne faut pas avoir des intentions dès le départ mauvaises. Il faut vraiment être très transparent. Et donc, on s'écrit le contrat et on se met d'accord que, écoute, on va se lancer dans un business, on est super excité, mais il faut garder en tête que les business peuvent marcher comme ils peuvent échouer, comme les séparations peuvent arriver. Donc, no hard feelings, on travaille ensemble, on donne notre best chacun. Et puis, si l'un ne veut plus, n'est jamais le problème à venir me dire que tu ne veux plus, que tu aies des raisons personnelles ou pas, il n'y a aucun problème. Juste, tu me dis, si quelque chose ne va pas, tu me le dis. Et on se dit, il n'y a pas de problème. On avait discuté de ça au départ, que si l'un de nous voulait partir, il n'y a aucun souci. Si on décide d'arrêter aussi parce que ça ne marche pas, il n'y a aucun souci. Il faut se le dire dès le départ et être en accord avec ça. Donc, un contrat ou une entente écrite. Très, très, très important. Le dernier point, et non des moindres, qu'on a tendance à négliger tellement, surtout ici au Sénégal, je ne sais pas pour les autres pays d'Afrique parce que je n'ai pas été là-bas, mais en général, on sous-estime beaucoup ça en Afrique. C'est des impôts. Tout ce qui est impôts, taxes, etc., il faut en parler et y penser dès le départ. Par exemple, encore une fois, l'exemple du Mabel SF, nous, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on n'y a pas vraiment pensé beaucoup au début. On a commencé à se dire, il faudrait qu'on regarde ça. Mais on n'a jamais pris le temps de vraiment regarder ça. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est dès le départ, quand on lance le business, on commence bien sûr tout ce qui est lancer ça, etc. Mais durant la première année, une fois que l'activité commence à démarrer, surtout si vous allez créer comment on appelle ça? Si vous allez créer l'entreprise à l'APIX, dès qu'il y a quelque chose de créé au niveau formel, tout de suite, chercher un comptable. C'est logique. Tant que c'est pas encore enregistré, après, je ne sais pas, je suis pas. Mais dès lors que c'est une activité enregistrée et que ça inclut tout ce qui est histoire de gouvernement, impôts, taxes, tout ça là, dès le départ, dès que tu es allé inscrire et que tu as signé et que tu as tes papiers de l'APIX pour montrer que tu es enregistré dans les registres de commerce de je sais pas quoi, cherche un comptable. Il faut que vous cherchiez un comptable pour demander des conseils. Même si ça coûte un peu d'argent, je ne dis pas de tout de suite commencer à faire une audit, machin, etc. Mais vous lui demandez, est-ce qu'on peut faire une séance de 30 minutes, on a des questions, etc. Ça va pas coûter trop cher, j'espère, ou je pense. Mais ne pense jamais que c'est de l'argent de perdu. Moi, j'ai enregistré mon entreprise et je n'ai pas regardé les histoires de taxes là jusqu'à là, il y a 1 an ou quelque chose comme ça. Et je me rends compte qu'en fait, il y avait quelque chose qu'on appelle pour les petites entreprises, j'ai oublié le titre, honnêtement, excusez-moi si je dis n'importe quoi au niveau des termes, mais pour expliquer en gros, c'est comme si il y avait, quand tu fais un démarrage d'activité, tu dois le déclarer ou tu dois faire un formulaire ou entre il y a quelque chose à faire et je ne l'ai pas fait. Et il y a un délai. Une fois que le délai est passé, tu dois payer 200 000 francs. En tout cas, moi, je devais payer 200 000. Je ne sais pas, je peux pas parler pour toutes les entreprises. Et là, je parle des petites et moyennes entreprises. Moi, je suis dans la catégorie petites et moyennes entreprises.
Donc, si j'avais parlé dès le départ à un comptable, j'aurais su et je le fais et j'ai aucun frais. Et encore, le pire, encore plus, j'ai découvert qu'en fait, avant même d'aller parler à un comptable, au niveau des impôts et domaines, tu peux aller demander un conseiller. Et c'est gratuit. Et tu peux tout expliquer et tu vas pas avoir de problème. J'ai rien fait de tout ça. Tout ça pour dire que il faut demander conseil et commencer à regarder les histoires d'impôts et taxes. Parler à un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît. Comme ça, vous n'avez pas de mauvaise surprise après. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Franchement, ce serait le dernier conseil que j'aurais à donner. Donc, en gros, c'était un peu mes 6 conseils. Je suis à 6, hein? Ouais. C'était un peu les 6 conseils que j'avais pour vous. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant ou que ça vous a éclairé un peu les lanternes. Mais c'est des choses à vraiment prendre en compte et à prendre au sérieux quand on veut se lancer dans un business, surtout en partenariat, surtout ici. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un like. S'il y a aussi d'autres choses que j'ai oubliées, laisse-moi ça en commentaire, s'il te plaît, pour aider d'autres personnes. S'il y a des conseils à donner, il faut les écrire parce qu'on en a besoin. C'est l'information qui ne circule pas qui est notre problème, vraiment. Sinon, là, on a tout ce qu'il faut. Donc, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si tu as apprécié, laisse un like, commente si tu as des choses à dire ou des conseils à donner et abonne-toi pour plus de vidéos de ce style-là. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Mouah.